Le jour où mon père a découvert les messages sur mon téléphone, ma vie a explosé en 1000 morceaux. En l'espace de quelques heures, j'étais arraché à mon existence à Paris et expédié vers un nouveau lycée à Bordeaux, comme si changer d'air pouvait effacer qui j'étais vraiment. Tu ne seras plus un fardeau pour cette famille, avait tranché mon père, les yeux remplis de déception et de colère, tandis que ma mère baissait le regard sans oser intervenir. J'avais 17 ans, je m'appelais Julien Laurent, et ce soir-là, tout ce que je savais de l'amour s'était brisé contre le mur de la peur. Thomas, mon meilleur ami et mon premier amour, avait été le secret que je gardais depuis 6 mois. Nous nous retrouvions après les cours dans le petit parc près du lycée Victor Hugo, échangeant des baisers timides et des promesses d'avenir. Ce soir-là, il m'avait envoyé un message tendre que mon père avait lu par hasard en cherchant un contact professionnel. La gifle avait claqué comme un coup de tonnerre. Le lendemain matin, mes valises étaient prêtes. Mon père m'avait conduit à la gare sans un mot, m'avait tendu un billet pour Bordeaux et un dossier d'inscription dans un internat catholique réputé pour sa discipline. Là-bas, ils t'apprendront à être un homme, avait-il murmuré avant de tourner les talons. Le train avait quitté Paris sous une pluie fine d'automne. Assis près de la fenêtre, je regardais les immeubles haussmanniens s'effacer, le cœur serré par une douleur que je n'arrivais pas à nommer. Est-ce de la honte? De la rage? Ou simplement le vide immense de perdre d'un coup mon monde entier? À Bordeaux, l'internat se dressait comme une forteresse grise au bord de la Garonne. Les murs épais, les couloirs interminables, les dortoirs austères où chaque lit portait un numéro. Le directeur, un homme aux lunettes rondes et à la voix monocorde, m'avait accueilli avec un discours sur la vertu et la rigueur. Ma chambre était partagée avec 3 autres garçons que je ne connaissais pas. Le soir venu, allongé sur le matelas dur, j'avais sorti discrètement la photo froissée de Thomas que j'avais cachée dans mon portefeuille. Ses yeux rieurs, ses cheveux blonds en bataille, tout cela semblait déjà appartenir à une autre vie. Les premiers jours avaient été un calvaire silencieux. Les cours étaient plus stricts qu'à Paris, les professeurs exigeants, les élèves méfiants envers le nouveau venu de la capitale. Je parlais peu, je mangeais peu, je dormais encore moins. Chaque nuit, je repensais à la réaction de ma mère quand elle avait appris. Elle n'avait pas crié, elle n'avait pas pleuré. Elle avait simplement murmuré, « Pourquoi toi, Julien? Pourquoi nous faire ça ?» Comme si mon orientation était une faute personnelle contre eux. Mon père avait coupé tous les ponts, pas de téléphone portable pendant les 3 premiers mois, pas de visite, pas de lettres sauf celles qu'il contrôlerait. Thomas avait essayé de me joindre une fois, par l'intermédiaire d'un camarade commun, mais la réponse avait été claire, oublie-le. À la fin de la première semaine, je m'étais assis sur un banc du jardin de l'internat, regardant les feuilles mortes tournoyer dans le vent froid de la Gironde. Je me demandais si je pourrais un jour redevenir celui que j'étais. Ou si cette nouvelle version de moi, celle qui se cachait, allait devoir survivre seule. Pourtant, au milieu de ce désespoir, une petite flamme refusait de s'éteindre. J'avais toujours été bon en classe. Les mathématiques, la littérature, l'histoire c'était mon refuge. Si je ne pouvais pas aimer librement, peut-être pouvais-je au moins réussir. Cette pensée, simple et obstinée, fut la première pierre de ce qui deviendrait, bien des années plus tard, mon armure. Les mois passèrent à Bordeaux comme un long hiver intérieur. Je m'étais habitué au rythme rigoureux de l'internat, réveil à 6 heures, messe optionnelle le dimanche, études surveillées jusqu'à 21 heures. Les autres garçons me laissaient tranquille, ils sentaient que je portais quelque chose de lourd, même s'ils ignoraient quoi. Seul Pierre, un garçon originaire de Toulouse aux cheveux roux et au sourire facile, avait osé s'approcher. Il était en terminale comme moi, excellent en physique, et surtout, il ne posait pas de questions indiscrètes. Un soir, après une séance de révision particulièrement ardue, il m'avait tendu un paquet de biscuits volés à la cantine. « Tu as l'air d'avoir besoin de sucre, Parisien. »
C'était la première fois que quelqu'un me parlait sans jugement depuis mon arrivée. Nous étions devenus amis sans jamais évoquer le sujet qui m'avait conduit ici. Pierre savait, je le sentais. Il avait vu les regards que je jetais parfois vers les couples hétéros dans la cour, cette pointe de mélancolie que je ne parvenais pas à masquer. Mais il n'avait rien dit. Il m'avait simplement proposé de réviser ensemble. Grâce à lui, mes notes avaient grimpé. Je passais mes soirées plongées dans les livres, transformant ma douleur en concentration. Le bac approchait. Je voulais le réussir avec mention très bien, non pas pour mes parents, mais pour moi. Pour prouver que même brisé, je pouvais encore voler haut. Pendant les vacances de Noël, l'internat s'était presque vidé. Je n'étais pas rentré à Paris. Mon père avait envoyé un chèque pour couvrir les frais de séjour, mais pas d'invitation. J'avais passé les fêtes seul dans la bibliothèque déserte, relisant « Les Misérables » de Victor Hugo jusqu'à en connaître des passages par cœur. Cosette, Jean Valjean leur lut résonner en moi. Un soir, Pierre m'avait rejoint malgré tout. Il était revenu plus tôt de Toulouse parce que, avait-il dit en riant, ma famille est bruyante, la tienne semble silencieuse. Nous avions partagé une bouteille de soda tiède et parlé pour la première fois de choses sérieuses. Tu sais, Julien, on n'est pas obligé d'être ce que les autres veulent. C'était tout. Pas de grandes déclarations, juste cette phrase simple qui avait allégé quelque chose en moi. Le printemps était arrivé avec le bac blanc. J'avais obtenu la meilleure note de ma promotion. Le directeur m'avait convoqué dans son bureau pour me féliciter. « Vous avez un avenir, Laurent. Ne le gâchez pas. » Je n'avais pas répondu. Je pensais à Thomas, dont je n'avais plus aucune nouvelle. Avait-il continué sa vie sans moi? Avait-il rencontré quelqu'un d'autre? La douleur était toujours là, mais elle s'était transformée en carburant. À la fin de l'année, j'avais obtenu mon bac avec mention très bien, classé premier de l'internat. Mon père avait envoyé un bref message, félicitations. Continue ainsi. Pas de « je t'aime », pas de retour à la maison. J'avais décidé d'aller à l'université à Paris, mais pas dans le quartier familial. J'avais choisi la Sorbonne pour les lettres modernes, loin des attentes paternelles en commerce. Pierre m'avait serré dans ses bras le jour du départ. On se reverra, Parisien. Ne laisse personne te dicter ta vie. Le train du retour vers la capitale filait à travers les vignobles. Cette fois, je n'étais plus le garçon terrifié. J'étais Julien Laurent, bachelier, prêt à reconstruire. Pourtant, au fond de moi, je savais que le vrai combat ne faisait que commencer. Paris m'avait accueilli comme une vieille amie distante. J'avais loué une petite chambre de bonne dans le 5e arrondissement, près de la Sorbonne. Les premiers mois d'université avaient été un tourbillon de liberté relative. Plus d'internat, plus de surveillance. Je pouvais enfin respirer. Les amphithéâtres bondés, les cafés littéraires du quartier latin, les discussions interminables sur Camus et Sartre, tout cela me rappelait pourquoi j'avais toujours aimé les mots. C'est là, lors d'un atelier d'écriture créative, que j'avais rencontré Antoine. Il était en 2e année, grand, les yeux verts, un sourire qui illuminait toute la salle. Il écrivait des poèmes sur la ville, sur la lumière changeante de la scène. Nous avions commencé par échanger des textes. Puis des cafés. Puis des promenades le long des quais. Rien n'était dit, mais tout était compris. Un soir d'octobre, sous les lumières du Pont-Neuf, il m'avait pris la main. Je sais ce que tu as traversé, Julien. Tu n'es pas obligé de tout raconter tout de suite. C'était la première fois depuis Thomas que quelqu'un me voyait vraiment. Notre relation s'était construite lentement, avec une tendresse infinie. Nous marchions des heures dans Paris, parlions de nos rêves, de nos peurs. Antoine venait d'une famille plus ouverte, originaire de Bretagne.
Ses parents savaient et acceptaient. Cela me fascinait autant que cela me faisait mal. Pourquoi pas moi? Pourquoi ma famille avait-elle choisi la rupture plutôt que l'amour? Pierre, qui étudiait maintenant à Toulouse, venait me rendre visite de temps en temps. Nous formions un trio improbable, l'ami loyal, l'amour naissant, et moi au milieu, apprenant enfin à vivre. Les examens de première année avaient été un succès. J'avais terminé dans les 10 meilleurs. Mon père avait appris la nouvelle par ma sœur qui, contre son avis, m'envoyait parfois des messages discrets. Il n'avait rien dit. Ma mère, elle, avait glissé un billet de 20 € dans une enveloppe avec un simple « bravo ». C'était peu, mais c'était quelque chose. Antoine et moi avions passé l'été à voyager en train à travers la France, Lyon, où j'avais évité soigneusement mon ancien quartier, puis Nice, Marseille. Chaque ville était une page nouvelle. À Marseille, sur la Canebière, nous avions regardé le soleil se coucher sur la mer. Antoine m'avait dit, « Tu mérites d'être heureux sans te cacher. » Ces mots avaient résonné longtemps. De retour à Paris pour la 2e année, j'avais commencé à écrire un mémoire sur l'identité dans la littérature contemporaine. Le sujet me touchait personnellement. Les nuits étaient longues, les débats avec Antoine passionnés. Nous ne parlions jamais d'avenir concret, mais je sentais que quelque chose de solide se construisait. Pourtant, la blessure familiale restait ouverte. Un soir, ma sœur m'avait appelé en pleurant, « Papa parle de toi comme si tu n'existais plus. » Maman pleure en cachette. J'avais raccroché le cœur lourd. Étais-je égoïste de vouloir vivre ma vie? Ou était-ce qu'il était de refuser qui j'étais? Antoine m'avait serré contre lui sans un mot. Sa présence était ma réponse. L'année avançait. Mes notes restaient excellentes. Pierre m'avait écrit, « Tu es en train de gagner, Julien. Continue. » Et je continuais. Pas pour eux. Pour moi. La 3e année à la Sorbonne avait apporté son lot de tempêtes. Antoine et moi traversions une période difficile. Ses parents avaient déménagé à Rennes pour le travail de son père, et il hésitait à les suivre. « Je ne veux pas te laisser seul ici, » disait-il. Mais je sentais son envie de partir. Nous avions eu notre première vraie dispute un soir de novembre, sous la pluie battante près de Notre-Dame. « Tu te reconstruis, Julien, mais moi j'ai l'impression de stagner, » avait-il lancé. Les mots avaient fait mal, mais ils étaient vrais. J'avais plongé encore plus dans mes études, rédigeant un mémoire qui avait impressionné mes professeurs. Le sujet, l'exil intérieur dans la littérature gay française contemporaine. Ironique. Pierre venait me voir plus souvent, sentant que j'avais besoin d'un ancrage. Nous parlions des heures au café Le Select. Tu dois choisir, Julien. Pas entre lui et tes études. Entre ton passé et ton avenir. Le choix s'était imposé lors des vacances de Pâques. Antoine était parti à Rennes pour une semaine. Seul dans ma chambre, j'avais reçu un appel inattendu de ma mère. Sa voix tremblait, « Ton père est malade, Julien. Il ne veut pas que je te le dise, mais reviens-nous. » J'avais raccroché, le cœur en morceaux. Revenir? Après tout ce silence? Après toutes ces années où ils avaient choisi la honte plutôt que moi? J'avais refusé. Mais le doute s'était installé. Antoine, de retour, avait senti le changement. Tu portes encore leur jugement sur tes épaules. Nous avions décidé d'une pause. Pas une rupture, juste du temps. L'été avait été solitaire. J'avais travaillé comme serveur dans un café près du Luxembourg pour payer mes frais. Les jours se suivaient, rythmés par les livres et les souvenirs. Pierre m'avait rejoint pour un week-end à Deauville. Sur la plage, il m'avait dit, « Tu es plus fort que tu ne le crois. » Mais la force, ce n'est pas de tout garder seul.
À la rentrée en master, j'avais choisi la spécialisation en littérature comparée. Mes notes étaient exceptionnelles. Les professeurs parlaient déjà de thèse. Antoine et moi nous étions retrouvés timidement. Il était resté à Paris. Nous avions repris doucement, avec plus de maturité. Pourtant, la distance familiale pesait toujours. Ma sœur m'envoyait des photos de Noël en cachette. Mon père apparaissait vieilli, ma mère fatiguée. Je me demandais si je pourrais un jour les affronter sans trembler. La réponse était venue d'elle-même lors d'un colloque à la Sorbonne où j'avais présenté mon travail. Un professeur m'avait proposé une bourse pour un doctorat. C'était l'opportunité de ma vie. J'avais accepté sans hésiter. Ce soir-là, Antoine m'avait embrassé longuement. Je suis fier de toi. Pour la première fois, je l'étais aussi. Mais au fond, je savais que le vrai retour, celui qui compterait, n'était pas encore arrivé. Le doctorat avait été une ascension lente et exigeante. 4 années à la Sorbonne, entre recherche, enseignement et nuit blanche. Antoine avait obtenu un poste de professeur de français dans un lycée du 15e arrondissement. Nous vivions ensemble dans un petit appartement rue Mouffetard, entouré de livres et de plantes. Pierre, devenu ingénieur à Toulouse, venait nous voir chaque trimestre. Notre trio était devenu une famille choisie. Mes notes, ou plutôt mes publications, avaient attiré l'attention. J'avais été sélectionné pour représenter l'université à un concours national de jeunes chercheurs. Le sujet, l'évolution des représentations de l'identité dans la société française contemporaine. J'avais gagné. La cérémonie avait eu lieu à la Sorbonne même, dans le grand amphithéâtre. J'étais monté sur l'estrade, diplôme en main, devant un public de professeurs et d'étudiants. Major de ma promotion, mention très honorable avec félicitations du jury. La standing ovation m'avait surpris. Antoine était au premier rang, les yeux brillants. Pierre avait filmé depuis le fond de la salle. Ce soir-là, nous avions fêté cela dans un petit restaurant italien près de la Seine. Pourtant, au milieu des rires, une pensée me hantait, et si je rentrais à la maison? Pas pour mendier leur pardon. Pour leur montrer qui j'étais devenu. Ma sœur m'avait appelé le lendemain, papa a vu l'article dans Le Monde. Il n'a rien dit, mais maman a pleuré. J'avais pris ma décision. Le lycée Victor Hugo, mon ancien établissement, organisait une journée portes ouvertes pour ses anciens élèves devenus chercheurs. J'avais proposé de venir témoigner. Ils avaient accepté avec enthousiasme. Le train pour Paris non, j'étais déjà à Paris. Le lycée était à 20 minutes de métro. Le jour J, j'avais enfilé mon costume le plus élégant. Antoine m'avait accompagné jusqu'à la grille. Vas-y. Montre-leur. Les couloirs sentaient toujours la craie et l'adolescence. Les professeurs qui m'avaient connu adolescent m'avaient reconnu à peine. Le directeur actuel m'avait présenté comme l'un de nos plus brillants anciens élèves. J'avais donné ma conférence devant une salle pleine, famille, professeurs, élèves curieux. J'avais parlé de résilience, d'identité, sans jamais mentionner explicitement mon histoire. Mais tout le monde avait compris. À la fin, une silhouette familière attendait près de la sortie. Ma mère. Seule. Les yeux rougis. Elle n'avait pas parlé tout de suite. Elle m'avait simplement serré dans ses bras, longtemps. Tu as réussi, Julien. Malgré nous. Mon père n'était pas venu. Pas encore. Mais ce soir-là, pour la première fois depuis 7 ans, j'avais dormi sans cauchemar. Le retour complet s'était fait par étapes. Ma mère venait me voir tous les 15 jours, apportant des gâteaux faits maison et des excuses murmurées. Mon père résistait encore, enfermé dans son silence. Un soir d'automne, il avait sonné à notre porte.
Antoine avait ouvert, calme et respectueux. Mon père était entré, avait regardé l'appartement rempli de livres, puis moi. Tu as gagné, Julien. Je ne sais pas comment te dire que j'ai eu tort. Les mots étaient maladroits, mais ils étaient là. Nous n'avions pas tout résolu ce soir-là. Il faudrait des années pour reconstruire. Mais la porte était entr'ouverte. Pierre et Antoine étaient devenus mes piliers. Nous avions fêté Noël tous ensemble, ma mère, ma sœur, Pierre, Antoine et moi. Autour de la table, les rires avaient remplacé les silences. J'enseignais désormais à la Sorbonne en tant que maître de conférence. Mon livre sur l'identité venait de sortir en librairie. La vie n'était pas parfaite, mais elle était vraie. Un soir, sur les marches du lycée Victor Hugo où tout avait commencé, Antoine m'avait demandé en mariage. Pas de grande cérémonie, juste une promesse sous le soleil de Paris. J'avais dit oui. En regardant la ville s'étendre à nos pieds, je repensais au garçon terrifié du train pour Bordeaux. Il avait survécu. Il avait grandi. Il aimait. Et il était libre. Le pardon familial est-il toujours possible après un rejet aussi profond? Vrai ou faux?